Hello la team, bienvenue dans ce moment d'échange entre make-up artistes. Je suis Mélissa, maquilleuse professionnelle, formatrice et fondatrice de la FMR Makeup Academy, qui est une plateforme en plein développement destinée aux maquilleurs professionnels francophones. Pour ce 10e épisode de podcast, je me suis dit que ça pouvait être cool de répondre aux questions que vous me posez le plus en formation, en DM sur Insta ou lors de mes accompagnements business make-up. Alors, petit disclaimer de début, ces réponses n'engagent que moi, mon avis et la manière dont je fonctionne en tant que make-up artiste et formatrice pour mon entreprise. Évidemment, les questions qui demandent une réponse concrète, et je mets des guillemets à concrète, du genre « est-ce que c'est obligatoire de désinfecter ses mains avant une prestation ?» Là, je vais dire oui. Et c'est oui, et il n'y a pas d'autre réponse possible, ça semble assez logique. Par contre, à une question comme comment tu organises tes rendez-vous et tes tarifs, ça, c'est ma façon de faire, du coup je vais vous donner ma réponse à moi, mais d'autres pourront vous donner une autre réponse et c'est ok. Et je vous invite vivement à écouter et surtout à vous questionner sur la réponse que je donne. Est-ce que ça fait sens pour moi, pour mon projet ? Est-ce que je me sentirais mieux de faire autrement ? Parce que vraiment, je partage avec vous ce contenu pour ouvrir le dialogue et faire avancer votre réflexion, mais ce qui me rend alignée avec mon projet et la manière dont je le fais avancer n'aura pas forcément la même résonance pour vous et votre projet à vous. Voilà, il me semblait important de faire un petit disclaimer. C'est fait, maintenant on passe aux questions et à mes réponses. Alors, première question, est-ce qu'il faut un diplôme pour exercer en tant que make-up artiste ? Et si oui, lequel ? Alors, non. J'ai envie de dire une bonne fois pour toutes, voilà la réponse, c'est non. Il ne faut pas de diplôme pour exercer en tant que make-up artiste. En revanche, cette question et la réponse ont un réel intérêt. Pourquoi ? Parce que si vous allez vous inscrire à la chambre des métiers en tant que make-up artiste, ils vont vous demander soit un diplôme d'esthétique, soit un diplôme de make-up artiste, diplôme reconnu par l'État. L'info importante à avoir concernant ce fameux diplôme de maquilleur reconnu par l'État, c'est qu'il doit y avoir seulement 2 ou 3 écoles en France qui le délivrent, c'est-à-dire que toutes les autres écoles de maquillage qui existent en France, qui sont connues depuis des années, même elles ne délivrent pas ce fameux diplôme reconnu par l'État. Ce que vous avez à la fin de votre parcours de formation, c'est un certificat. En gros, c'est une attestation qui vous dit que vous avez fait une formation make-up, mais ce certificat ne sera pas pris en compte par la chambre des métiers. Et c'est ce même certificat que les make-up artistes qui proposent des formations vous délivrent à la fin de votre session avec elles. Donc, est-ce qu'il faut avoir un diplôme CAP esthétique ou diplôme de maquilleur reconnu par l'État pour exercer ? La réponse, encore une fois, est non. Par contre, pour vous inscrire à la chambre des métiers, la réponse est oui. Et là, vous allez vous dire, si je ne m'inscris pas à la chambre des métiers, je fais comment pour exercer mon activité dans la légalité ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez vous déclarer directement à l'URSSAF avec la dénomination conseil en images, relooking ou maquillage événementiel. Alors, je ne sais pas si les codes changent, mais en tout cas, aux dernières infos, là, à l'heure où j'enregistre en avril 2023, c'est ce qui fonctionne pour des collègues à moi. Autre question qui en découle, est-ce qu'il y a une différence entre le fait de s'inscrire à la chambre des métiers ou à l'URSSAF ? La réponse est oui. En vous déclarant à la chambre des métiers, vous allez reverser 22,2% de votre chiffre d'affaires, alors qu'en étant déclaré directement à l'URSSAF, et donc sans CAP esthétique, sans diplôme de maquilleur reconnu par l'État, vous allez reverser 24,2% de votre CA. Encore une fois, ces infos, j'imagine qu'elles peuvent changer. Là, je vous donne les informations que j'ai en ma possession en avril 2023. Voilà pour les informations concrètes concernant cette fameuse question du diplôme. Pour vous donner mon avis sur la question, je trouve dommage qu'en 2023, la Chambre des métiers demande un CAP esthétique pour exercer en tant que maquilleur, parce que clairement, c'est 2 métiers à part entière. Si vous n'avez aucune affinité avec les soins, les épilations, la manucure, la pédicure, franchement, pourquoi aller, entre guillemets, perdre son temps pour juste avoir ce diplôme ? Je suis d'accord que toute la partie concernant la peau est hyper utile pour le métier de make-up artiste, mais c'est un module qui devrait être présent dans chacune des formations complètes pour devenir make-up artiste. Je connais également des maquilleurs qui ont passé leur CAP esthétique en candidat libre. C'est une solution, mais encore une fois, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Et ce serait bien plus cohérent de séparer le métier de l'esthétique du métier du maquillage de maquilleur. Et donc de ne pas avoir besoin de donner son diplôme d'esthétique pour s'inscrire à la chambre des métiers.
et simplement être déclaré, s'inscrire en tant que make-up artiste. Et pour finir, un diplôme n'est pas une garantie de plus grand talent ou de plus grandes compétences. Je comprends ce besoin de légitimité, c'est pour ça à 80% que moi personnellement j'ai fait mon école de maquillage, pour qu'on me valide le fait que je pouvais faire et que je savais faire. Mais je connais tellement de maquilleurs autodidactes qui réussissent dans ce métier et qui ont un talent incroyable, et au contraire, beaucoup de personnes qui ont un diplôme mais qui ne percent jamais ou qui n'ont pas un niveau si exceptionnel que ça. D'ailleurs, certaines écoles communiquent et utilisent leur taux de réussite à l'examen comme un argument marketing, clairement. Et elles ont raison, c'est un argument qui met en confiance et qui donne envie de s'inscrire. On se dit que si les élèves réussissent tous, c'est que la formation doit être incroyable. Alors oui, mais non, parce que ces mêmes personnes donnent eux-mêmes le diplôme à leurs élèves. Donc ils peuvent donner le diplôme à tous leurs élèves s'ils en ont envie, que leur niveau soit bon ou non, mais au moins ça leur fait un taux de réussite à 100%. Encore une fois, je dis pas que toutes les écoles font ça, ou que tous les formateurs font ça, juste renseignez-vous bien et surtout ne vous sentez pas moins que ceux qui détiennent un diplôme. Ça veut clairement rien dire. Par contre, si vous êtes autodidacte et que vous n'avez jamais fait aucune formation, renseignez-vous et soyez sûr d'avoir les bonnes bases, c'est-à-dire les règles d'hygiène et les connaissances concernant le type de peau. À mon sens, ça c'est super important. Autre question, mais qui clairement va sur la même lignée que cette première question, est-ce que c'est utile selon moi d'avoir un CAP esthétique ? Personnellement, j'en ai un, ça m'a apporté d'un point de vue connaissance sur la peau, mais encore une fois, si vous n'avez pas d'intérêt pour le métier d'esthéticienne, non, ne passez pas ce diplôme pour ensuite être make-up artiste. Formez-vous dans les domaines qui vous seront vraiment utiles et allez droit au but, sélectionnez ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif professionnel. C'est important de dépenser son temps et son argent et son énergie d'ailleurs dans ce qui vous sera le plus utile et bénéfique. Voilà, selon moi, c'est si vraiment vous n'avez pas envie de travailler en institut, si tous les domaines de l'esthétique ne vous intéressent pas, et encore une fois je le répète, parce que quand on passe son CAP esthétique, on voit les soins du visage, on voit les soins du corps, on voit les épilations, on voit la manicure, on voit la pédicure et on voit un tout petit peu de make-up. Donc vraiment, il faut être sûr d'avoir une affinité et un goût pour ce métier en globalité. Sinon, pour moi, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Voilà, encore une fois, c'est mon avis, c'est ma réponse à moi. Allez, on passe à la deuxième question. Et là, c'est encore une grosse question. Comment je fais pour définir mes tarifs ? Comment savoir fixer le juste prix ? Alors, je vous ai fait un épisode de podcast dédié à ce sujet, donc pour éviter de redire les mêmes choses, je vous invite à l'écouter, si c'est pas déjà fait, c'est l'épisode 1 de la chaîne, c'est le tout premier que j'ai fait. Par contre, je voulais aborder un sujet en rapport avec cette question, qui est clairement la question numéro 1 ou numéro 2, je sais pas, sur la liste des questions qui reviennent le plus quand j'échange avec vous. Voilà, ça me semblait utile de revenir quand même dessus et de détailler un peu plus, en tout cas ce que peut-être je n'ai pas dit dans cet épisode numéro 1 qui déjà est bien complet. Alors déjà, quand vous me posez cette question, ce que j'entends derrière, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, dans le sens je ne suis pas sûre de mes services, je ne suis pas sûre de mes capacités, donc j'ai du mal à demander une rémunération, ou du moins, si je fais petit, je me rends compte que c'est petit et que c'est pas ok parce que bon, il faut bien que je vive de mon activité, et en même temps, je n'ose pas demander trop cher parce que je me sens pas à la hauteur de ces tarifs, ouvrez les guillemets, élevés, fermez les guillemets. Alors je comprends, on est toutes passées par là, je pense. Cela dit, fixer un tarif pour fixer un tarif, ok, pourquoi pas, mais est-ce que ça a du sens ? Pas vraiment. Est-ce que vous vous sentez à l'aise d'en parler ? Bah du coup, non, vu que ça n'a pas de sens. Donc est-ce que vous vous êtes déjà posé pour faire le point sur votre projet, sur vos objectifs, sur la manière dont vous avez envie de vivre ce métier ? Et j'ai bien dit vivre ce métier et pas vivre de ce métier. Je m'explique. Certaines d'entre vous vont avoir envie d'être maquilleuses et d'avoir des prestations orientées vers le naturel.
ça leur ressemble, elles adorent parler de ce type de produit-là, elles sont hyper calées en compo, etc. Alors là, je vous avertis, je caricature volontairement, mais c'est vraiment pour que vous puissiez visualiser et peut-être mieux comprendre. Donc, ce type de make-up artistes, clairement, ont tout intérêt à créer des offres de prestations dans ce sens, en communiquant sur cet aspect-là de leur activité, et elles vont bien plus s'épanouir en travaillant avec une clientèle qui, elle aussi, va avoir le même intérêt. Et si on continue sur la caricature, elles sont comment ces clientes-là? Elles vont avoir envie de quoi? De quel type de maquillage? Sûrement un make-up très frais et plutôt léger. Ok, maintenant que vous avez posé ces bases et que c'est clair dans votre esprit, vos prestations sont définies, peut-être une offre de maquillage naturel, peut-être une offre avec un rituel de soin avant le make-up, encore une fois c'est des exemples. Pour ces prestations-là, combien de temps vont vous prendre l'une et l'autre de ces prestations? Et deuxième question, comment souhaitez-vous vous positionner? Est-ce que vous souhaitez vous positionner en prestation haut de gamme, avec des produits peut-être ultra qualitatifs, peut-être plus onéreux, qui vont s'adresser à une clientèle plus aisée? Ou alors, est-ce que vous souhaitez vous positionner en prestations peut-être plus simples, qui vont s'adresser à une clientèle avec des moyens plus modestes? Et l'un n'est pas mieux que l'autre. C'est comment vous voyez vos prestations, quelle est l'offre que vous allez proposer à vos clientes. Et une fois que vous avez tous ces éléments, que vous avez répondu à ces questions, à vous de définir vos tarifs. Alors toujours en prenant en compte les éléments dont je vous parle dans l'épisode 1, parce que là j'aborde avec vous une autre partie de la réponse à cette question, comment définir ces tarifs. Toute cette réflexion-là, à mon sens, c'est quelque chose que vous devez faire dès le début, avant même de fixer vos tarifs, dans le sens où une fois que vous avez plus de clarté concernant votre projet et vos objectifs, là vous savez à qui vous comparez, et quand je dis vous comparer, listez en fait tous les tarifs des professionnels qui vont proposer à peu près les mêmes services, parce que bon, si une maquilleuse orientée make-up léger prend exemple sur les tarifs d'une maquilleuse qui est orientée make-up très fort et très chargé, on est d'accord que ça n'a pas vraiment de sens. Bon, sur cette question, j'espère que j'aurai réussi à semer une petite graine dans votre esprit, parce que vraiment, c'est une étape super importante quand on veut être make-up artiste. Oui, vous allez être make-up artiste, mais si vous voulez être à votre compte, vous allez aussi être chef d'entreprise. Et une chef d'entreprise doit penser comme une chef d'entreprise et réfléchir à ses offres, comment les créer, les mettre en place et communiquer dessus. C'est ensuite que vous pouvez exercer votre métier et maquiller. J'espère que je vous ai pas trop bousculé. Je sais que le métier de make-up artist, c'est un métier passion, qu'on veut maquiller, qu'on se lance pour maquiller et qu'on n'a pas toujours envie de s'occuper du reste. Mais c'est important d'être conscient des à côté et surtout, pas de panique, c'est hyper simple à mettre en place. Et une fois que c'est fait, ça va tout seul. Alors oui, il y a des petites évolutions, mais elles se font naturellement. Juste, au début, prenez le temps de faire le point avant de vous lancer. Ça vous évitera de vous éparpiller et d'être perdu. Alors, autre question, comment avoir ses premières clientes? Et ça découle de ce qu'on me dit souvent, j'ai peur de ne pas avoir de clientes. Alors déjà, je dirais, réfléchis à quelle cliente tu veux avoir. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas repartir dans mon laïus précédent, mais si vous voulez avoir des clientes, ça veut dire que vous voulez attirer des clientes, et on n'attire pas une cliente qui a envie d'un maquillage naturel et une cliente qui veut un maquillage type oriental de la même manière. Une fois que ça c'est clair pour vous, demandez-vous où sont ces clientes que vous voulez attirer. Est-ce qu'elles sont sur Instagram? Est-ce qu'elles sont sur Facebook? Est-ce qu'elles sont sur TikTok? Est-ce qu'elles sont ailleurs? Parce que peut-être elles n'utilisent pas les réseaux sociaux. Et concentrez-vous sur l'endroit où vous pouvez les trouver. Ensuite, je vais prendre Instagram par exemple. Postez votre travail, utilisez les bons hashtags, renseignez correctement votre bio. Ça c'est super important. Je vois tellement de bio Instagram qui sont clairement pas optimisés en fait. Une cliente, quand elle arrive sur votre profil Instagram, elle regarde super rapidement. S'il n'y a pas toutes les infos, une bonne moitié vont juste passer leur chemin parce qu'il y en a
plein d'autres qui auront, elles, optimisé leur bio et du coup ce sera plus simple pour ces clientes-là de contacter ou non la professionnelle. Bref. Donc, pas la peine d'attendre d'avoir fini votre formation, pas la peine d'attendre d'avoir un niveau que vous estimez bon, parce que, spoiler alerte, si vous attendez ce moment, il risque de mettre longtemps à venir. Alors, non pas que vous allez mettre longtemps à atteindre un bon niveau, mais parce que je suis prête à parier que vous allez mettre longtemps à être satisfaite de votre travail. Moi, la première, j'ai souvent du mal à poster mon travail parce que j'estime que mes photos ne sont pas hyper quali, comparées à d'autres par exemple, mais bon, se comparer, c'est un autre sujet. Et c'est pour vous dire, poster votre travail, c'est super important. Ensuite, contactez des professionnels qui eux-mêmes travaillent avec votre cliente idéale. Si vous voulez avoir des futurs mariés, contactez les wedding planners, les domaines, les salles de réception, les coiffeurs, les photographes. Faites-vous connaître. Personne, ou presque, ne viendra vous chercher, surtout au début. Donc juste faites-leur savoir que vous êtes là, que vous existez tout simplement, que vous proposez des prestations qui vont dans leur sens à eux, quoi. Bien sûr, quand vous leur faites savoir que vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà du travail à leur montrer. Vos prestations sont claires dans votre tête et sur votre grille tarifaire. Vos tarifs sont définis, parce que vous vous doutez bien que vous n'êtes pas seul sur le marché, donc vraiment, soyez professionnel, c'est super important. Autre exemple, si vous voulez travailler avec des marques pro, contactez les photographes qui ont déjà travaillé pour ces marques. Il faut que vous démarchiez les personnes qui ont un lien avec votre projet. Soyez dans cette logique. Mon projet, c'est ça. Je veux travailler avec ce type de cliente ou ce type de client. Ok, je concentre mes recherches dans ce sens. Et je fais un petit point collab. Les collabs, c'est oui, à condition que ça vous apporte soit des relations en rapport avec votre projet, soit des visuels qui vous serviront, ou une expérience que vous avez envie de vivre. On ne fait pas de collab juste parce qu'on n'ose pas dire non. C'est aussi ça, être professionnel, c'est savoir faire des choix au service de son objectif professionnel. Alors, autre question, et là, on change un petit peu de thématique. Est-ce que je suis obligée d'utiliser une base ou une crème hydratante suffit ? Alors, j'ai sélectionné cette question parce que c'est un débat qu'on a entre make-up artistes. Du coup, je vais vous donner mon avis perso, libre à chacun d'avoir le sien. Pour moi, une base et une crème hydratante, ce sont deux produits différents avec deux fonctions différentes. Je sais que beaucoup de produits ont sur leur packaging crème hydratante / base de maquillage ou base hydratante. Par exemple, le lait crème concentré d'Embryolis. Je cite ce produit-là parce qu'il est très connu et que c'est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres qui ont ce texte sur leur tube ou sur leur boîte. Pour moi, une crème hydratante est un produit de soin et elle est là pour apporter quelque chose à la peau dans le sens où elle va pénétrer dans la peau presque complètement. Une base est un produit de maquillage qui va rester en surface de la peau, tout du moins en très grande majorité. Je vais utiliser une crème hydratante pour nourrir la peau, pour la repulper, et je vais utiliser une base pour lisser la peau, combler les pores, apporter une matité, mais ça reste entre guillemets superficiel. J'espère que rien qu'avec ça déjà, vous voyez un petit peu la différence. Concernant l'utilisation de l'une et de l'autre, ou des deux ensemble, je vais toujours utiliser des produits de soin, donc une crème hydratante, sur toutes mes clientes et sur moi aussi d'ailleurs au quotidien. Pour les bases, pour mes clientes, j'en utilise une à chaque fois, parce qu'elles viennent me voir pour une prestation complète, c'est une prestation de luxe, et je veux mettre toutes les chances de mon côté et du sien pour que le make-up tienne le plus longtemps possible et soit au max du max le plus longtemps possible. Par contre, sur moi au quotidien, en connaissant ma peau, je vais utiliser une crème, mais pas toujours une base. Des fois oui, des fois non. Et c'est pas parce que je n'utilise pas de base que mon make-up ne tient pas ou est moins beau. Juste parfois, je sens que ma peau n'en a pas besoin et que le make-up que je vais faire ne nécessite pas l'utilisation d'une base. Donc pour résumer, crème hydratante et base, deux produits différents avec des utilisations et des objectifs différents. Crème hydratante obligatoire, toujours. Base, pas obligatoire, mais en prestation, j'en utilise toujours.
On passe à la question suivante. Est-ce que tu prends un acompte pour tes rendez-vous ? Sous-entendu, est-ce que je dois prendre un acompte pour mes clientes ? La réponse est oui, oui, oui. Et je pense encore oui. Combien de fois j'ai entendu des histoires d'annulation de dernière minute ou pire, quand le make-up artiste se déplace et que personne ne lui répond. Et je passe les histoires où on book 4 prestations, par exemple, et que le jour J, vous arrivez et il n'y en a plus qu'une. Donc ça, clairement, c'est non. Je veux pas vivre ça, je ne vous souhaite pas de vivre ça, donc oui, prenez un acompte. Si vous voulez un exemple concret, je vous dis comment moi je fais, et encore une fois, ça n'engage que moi. Je prends 30 € par maquillage réservé. C'est-à-dire que pour une mariée qui réserve un forfait jour J avec essai, et par exemple 2 copines à elle qui ont besoin de se faire maquiller le jour J, je prends 30 € d'acompte pour l'essai, donc pour le jour de l'essai, et 3 fois 30 € d'acompte pour le jour J. C'est-à-dire que je prends l'acompte pour elle pour son jour J, vu que je vais la maquiller ce jour-là, et je prends aussi 30 € pour chacune de ses copines. Donc en gros, je prends 3 fois 30 €. Et je précise bien sur le devis et lors de nos échanges, et même sur mes plaquettes tarifaires, que l'acompte n'est pas remboursable. Et ce n'est pas valable non plus pour un report de date. Il m'est arrivé d'avoir des annulations, mais elles m'ont toujours prévenu à temps et aucune ne m'a demandé un remboursement de l'acompte. Parce qu'en fait, c'est logique. Un acompte, vous le versez, et si la cliente annule, dans tous les cas, quand elle a signé le devis, elle a donné son accord sur le fait que l'acompte n'est pas remboursable. Et si ça peut vous aider, voyez ça comme votre rémunération par rapport au temps que vous avez pris pour organiser son rendez-vous, créer le document, etc. concernant cette prestation. Et c'est aussi la compensation d'avoir refusé d'autres clientes que vous auriez pu prendre sur les plages horaires que vous avez réservées pour elle et les prestations qu'elle vous a demandées. Et je précise, votre date et la plage horaire doit être réservée à réception de l'acompte et pas avant. Alors, autre question un peu sur le même thème, comment tu procèdes pour une demande de maquillage invité ? Quel tarif ? Est-ce que tu fais un essai ? Et est-ce que tu te déplaces ? Alors la question a été orientée dans le sens si j'ai que l'invité et pas la mariée. Alors là encore, c'est mon fonctionnement et je sais que je dois être une des rares à fonctionner comme ça parce que j'en ai déjà discuté avec des collègues à moi, mais c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise. Alors, déjà, je ne propose pas de maquillage invité ou maquillage marié. Je m'explique. Je propose 2 types de maquillage, un naturel et un plus chargé, plus sophistiqué, que j'ai appelé full glam. Mes clientes, peu importe leur événement ou la raison pour laquelle elles me contactent, elles peuvent choisir entre ces 2 make-up. C'est-à-dire qu'une mariée peut me demander un make-up naturel et sa témoin peut me demander un maquillage full glam ou l'inverse. Où elles peuvent toutes les 2 me demander un maquillage full glam. Évidemment, je m'adapte toujours au visage de la personne, j'utilise les couleurs qu'elles ont envie d'avoir et ce sera 2 make-up différents dans tous les cas, mais avec le même timing accordé à ce make-up et plus ou moins la même intensité. J'ai créé mes offres comme ça quand j'ai dû justifier mes tarifs. Personnellement, que ce soit une mariée ou une invitée, elles ont chacune leur style. Et une mariée qui n'aura pas l'habitude de se maquiller voudra peut-être un make-up naturel parce qu'elle se sentira à l'aise comme ça va plus lui ressembler. Et sa témoin, peut-être qu'elle, elle se maquille tous les jours, peut-être qu'elle, elle veut un make-up hyper sophistiqué et hyper intense, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elle se sent le mieux et c'est ça qui lui ressemble. Donc on est d'accord que le maquillage naturel de la mariée va me prendre moins de temps que le maquillage plus chargé de sa témoin, donc pourquoi je ferais payer plus cher le make-up de la mariée ? En fait, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et si un jour, une cliente m'avait posé la question de pourquoi un maquillage marié c'est plus cher et un maquillage invité moins cher alors que l'intensité n'est pas la même, franchement, j'aurais pas su quoi répondre. Donc non, j'ai pas envie d'être mal à l'aise au sujet de mes prestations et de mes tarifs. Et j'ai pas envie de faire ça juste parce que tout le monde propose maquillage marié, maquillage invité. Voilà, c'est différent et sous-entendu, le maquillage marié est plus cher. Et aussi, je pars du principe que ma cliente, qu'elle soit la mariée ou une invitée,
je vais lui accorder la même importance, je vais utiliser les mêmes produits, faire les mêmes étapes. Alors oui, la mariée vit un jour important et je vais être ultra à l'écoute, je vais lui faire passer un bon moment, je vais faire le maximum pour elle, mais je vous avoue que je vais faire pareil pour ses invités. Parce qu'elles aussi, elles ont fait appel à mes services. Encore une fois, c'est une prestation de luxe et je veux vraiment qu'elles vivent une belle expérience. C'est comme ça que moi je veux travailler et du coup, c'est comme ça que j'ai construit mes offres. Et puis en plus de ça, je crois que je saurais pas faire si je devais faire un maquillage invité en 30 minutes. Clairement, si l'invité me demande un contouring avec un dégradé de fard ultra intense, un eyeliner et une bouche rouge, en fait j'ai pas envie de devoir lui expliquer que non, c'est pas possible de faire ça en 30 minutes. Ou oui, bien sûr c'est possible de faire ça en 30 minutes, mais je sais que le résultat de mon maquillage pourrait être bien mieux si j'avais un peu plus de temps et si c'était prévu comme ça. Donc en fait j'ai pas envie de faire moins que ce qu'elle attend et moins que ce que je peux faire parce que mine de rien, cette cliente-là, elle va porter mon maquillage. Si elle est satisfaite, elle va avoir plus de chance et de facilité à dire du bien de mon travail. Et on sait très bien qu'une cliente qui n'est pas satisfaite, là par contre, elle va clairement pas se gêner pour faire des critiques et pour en parler autour d'elle. Donc non, en fait, j'ai envie que toutes mes clientes aient toute mon attention et de faire le maximum que je peux faire pour chacune d'elles. Donc bref, ça rejoint ce que je vous ai expliqué avec ma réponse sur les tarifs. J'ai construit mes offres en fonction de comment je voulais travailler et j'ai adapté mes tarifs. Et du coup, je me sens à l'aise d'en parler parce que ça me paraît logique et parce que ça a du sens à mes yeux. Et donc, pour finir de répondre à la question, est-ce que je fais un essai pour une invitée ? Si elle me le demande, si elle veut, elle peut s'offrir un essai. Parce que, encore une fois, dans mes prestations, il y a essai marié, évidemment, c'est orienté pour une mariée. Mais si une invitée me dit « moi j'aimerais bien faire un maquillage pour essayer avant le jour de mon événement », je vais l'orienter sur ça et je vais simplement lui expliquer « Voilà, c'est ciblé essai marié, mais en réalité, voilà ce qui se passe pendant un essai et peu importe que tu sois une mariée ou pas une mariée, ça revient au même. » Et pour terminer, est-ce que je me déplace ? Pour ça, c'est expliqué dans mes grilles tarifaires, dans mes plaquettes tarifaires. Moi, j'ai préféré tout expliquer et j'ai choisi de me déplacer à partir de 2 maquillages réservés au même endroit parce que simplement, si je me déplace pour une cliente, ça me prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'organisation et je peux faire clairement moins de clientes en moi me déplaçant. Donc après, j'ai la chance de pouvoir recevoir mes clientes à mon domicile dans une pièce dédiée. Donc tout simplement, si elles sont toutes seules à vouloir se faire maquiller, elles peuvent venir dans mon studio. Par contre, à partir de 2 maquillages réservés, là je me déplace. Et j'ai dû adapter un petit peu cette condition-là pour cette nouvelle année. Donc pour la période de l'été et pour la période des mariages, là je me déplace à partir de 3 maquillages réservés au même endroit. Sinon, le reste de l'année, je me déplace à partir de 2 maquillages. Mais ça, c'est vraiment libre à vous de poser vos conditions et de vous organiser comme vous le souhaitez et comme c'est possible pour vous. Question suivante, est-ce que je recommande les livres make-up quand on est débutant ? Alors ça, c'est très personnel. Je pars du principe qu'on a tous une méthode d'apprentissage différente et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai diversifié les supports dans mes formations. Certaines personnes apprennent en lisant, d'autres en écrivant, d'autres en écoutant, d'autres en faisant. Donc vraiment, c'est propre à chacun. Moi, quand je voulais me former, il y a 10 ans maintenant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et ça me fait bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression que c'était hier et que les réseaux ont toujours existé, mais non. Donc, je vous avoue que j'ai acheté quelques livres que j'ai feuilletés, mais que je n'ai jamais lus. Ou en tout cas, j'ai dû peut-être lire le début, mais je suis jamais arrivée à la fin. Et aujourd'hui, ils sont dans un tiroir quelque part, donc je dirais non. Mais je les connais pas tous et surtout, comme je vous ai dit, c'est propre à chacun. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a des livres super bien. Si vous, ça vous tente d'acheter un livre et de le lire, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, mon expérience, c'est que j'en ai acheté et que les informations sont pas mal, mais ça dépend du livre et puis ça dépend de votre méthode d'apprentissage, vraiment. Autre question, comment développer son réseau ? Alors, je vais vous dire ce qui a fonctionné pour moi.
Encore une fois, j'apprends tous les jours, comme vous, et avec vous surtout. Donc quand je suis arrivée sur Bordeaux et que j'ai commencé mes prestations, j'ai échangé sur Instagram avec d'autres maquilleuses de Bordeaux parce que c'est là où j'habite et c'est là où je travaille. Donc j'ai ciblé les make-up artistes de Bordeaux parce que j'avais envie de connaître mes collègues et sûrement j'avais envie d'être un peu moins seule dans mon coin. Ensuite, j'ai participé à des événements entre pros de la beauté. Alors pas beaucoup, parce que je suis clairement de la team introvertie. J'aime bien sortir, mais j'aime beaucoup être dans ma bulle. Donc j'essaie d'avoir le bon équilibre entre les relations pro qui sont importantes et bénéfiques et mon bien-être pro et perso. De ces échanges Instagram et events entre pros, j'ai gardé contact avec certaines personnes que je compte aujourd'hui parmi mes copines make-up et ça me fait une petite bulle sympa pour s'échanger les contacts, les jobs, etc. et papoter un petit peu du métier. Et j'ajouterai aussi dans ma réponse les jobs et les collabs qui me permettent aussi de faire de jolies rencontres. Franchement, le réseau, ça se fait petit à petit et surtout, il va être solide si toi, tu es pro et que tu es quelqu'un de confiance. Parce que c'est super important. Si jamais tu manques de professionnalisme ou si tu mets un plan lors d'un job ou lors d'une collab, forcément, on parle tous un petit peu entre nous, on se recommande les bonnes personnes et on se fait part de nos expériences. Donc c'est super important que tu sois quelqu'un sur qui on peut compter et que tu sois quelqu'un de professionnel. Comme ça au moins on parle de toi et vraiment le réseau se construit petit à petit, mais il faut qu'il se construise sur de bonnes bases, sur du positif. Donc voilà mon expérience, mais je suis sûre que vous aurez d'autres réponses à apporter à cette question. Donc je vous invite vraiment à les noter en commentaire sous le post dédié à cet épisode sur Insta. Ça aidera beaucoup la team et puis moi aussi d'ailleurs. Autre question hyper intéressante. Pourquoi une cliente viendrait me voir moi et pas une autre? C'est une question posée dans le sens, il y a tellement de concurrentes aujourd'hui. Alors là encore, je vais faire référence à ce que je vous ai dit concernant le fait de se poser, de réfléchir à la manière dont on veut exercer ce métier et ce qu'on veut proposer. Oui, il y a beaucoup d'offres sur le marché et les clientes ont de la facilité à aller voir le travail de chacune et vont pouvoir comparer. C'est comme ça, c'est les réseaux sociaux. Le positif, c'est que vous pouvez avoir une vitrine et faire votre pub gratuitement, j'ai envie de dire. La contrepartie, c'est que tout le monde peut le faire et qu'aujourd'hui, vraiment, une cliente peut faire ses recherches et avoir beaucoup de résultats. Et donc, c'est là l'intérêt de se démarquer des autres. Et comment on peut se démarquer? Il y a plusieurs domaines à exploiter. Et je préfère le dire de suite, pratiquer des prix bas ou très bas n'est clairement pas la bonne solution. Il y aura toujours moins cher parce qu'il y aura toujours une personne qui viendra de se lancer ou une autre qui ne se déclare pas et qui peut pratiquer des prix plus bas ou encore une autre qui fait ça à côté de son travail et qui elle aussi peut pratiquer des prix plus bas qu'une personne qui est en activité et qui doit se déclarer et donc reverser une partie de son chiffre d'affaires. Bref, jouer à la course de celle ou celui qui sera le moins cher, c'est peine perdue et je vous pose la question, est-ce que vraiment vous avez envie de jouer à ce jeu-là? Et je parie que la réponse, c'est non. Donc, revenons un petit peu à notre question et du coup à la réponse. Vous pouvez faire la différence en vous spécialisant. Posez-vous cette question, pourquoi, pour quelles raisons vous voulez être connu dans votre métier? Alors je vais vous donner des exemples, libre à vous de trouver la réponse à la question que je viens de vous poser. Pourquoi pas vous spécialiser dans un make-up? Pourquoi pas créer votre make-up signature dans un style de make-up naturel ou très fort ou pour tel ou tel type de peau? Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez faire que ce type de make-up, ça veut juste dire que vous serez la référence de ce style de make-up là. Vous pouvez aussi apporter quelque chose en plus dans vos prestations. Peut-être un service, la mise en beauté du sourcil. Par exemple, et là je vous donne un exemple là qui me vient à l'esprit, mais pourquoi pas proposer un forfait make-up et coiffure bien précis. Par exemple le forfait marié tendance avec un teint net, frais et structuré, des lèvres rouges et un chignon bas plaqué. Voilà. Vous allez prendre des modèles, faire ce maquillage-là sur plusieurs types de modèles toutes différentes et vous allez poster régulièrement ce make-up là en communiquant sur votre offre signature.
Alors vraiment là je vous dis ce qui me passe par la tête, mais c'est pour vous faire visualiser un petit peu ce que je dis. Autre exemple, pourquoi pas proposer un service avec une équipe entière à la disposition de la mariée? Peut-être proposer une esthéticienne, une coiffeuse, une maquilleuse, chercher à faire vivre une expérience particulière pour son jour J ou pour même avant son jour J à vos mariés. Vraiment, questionnez-vous. Qu'est-ce qui vous fait envie? Quelle offre vous pouvez proposer dont vous seriez hyper fier? Laissez parler votre imagination, peu importe si ça vous paraît réalisable ou pas aujourd'hui, on fait le plan et les étapes viendront dans un second temps. L'important dans tout ça, c'est de trouver votre truc à vous, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous pouvez proposer vous, ou simplement mettre en avant qui vous êtes, votre expérience et communiquer là-dessus. Par exemple, ce qui revient le plus à mon sujet concernant mes prestations, c'est ma douceur et le côté apaisant de mes prestations. Dans mes avis clientes, dans mes retours, dans mes échanges avec mes clientes, une fois qu'elles ont eu accès à mes prestations, ça revient très très régulièrement. Alors clairement, ça ne plaira sûrement pas à certaines personnes qui vont avoir envie d'un moment hyper énergique, hyper punchy, mais pour d'autres, c'est un moment hyper précieux qui leur permet d'être confortables et moins stressés pour leur événement à venir. Et naturellement, j'ai mis ça en avant dans mes services parce que je sais que ça fait partie de moi, je sais que c'est naturel et que clairement je peux pas lutter contre et j'ai pas forcément envie de lutter contre. Et du coup, j'ai préféré mettre ça en avant et du coup attirer les clientes qui elles vont savoir apprécier ce côté-là et qui vont peut-être faire appel à moi pour ça, ok pour mes make-up, mais aussi pour ce côté-là que je peux leur apporter. Alors vraiment, par contre, ne cherchez pas 1000 ans, ne cherchez pas bien loin. Mais si vous vous posez la question, pourquoi ma cliente me choisirait moi et pas une autre? Tout simplement parce qu'elle vous veut vous, de par qui vous êtes, de par ce que vous transmettez à travers votre communication sur les réseaux sociaux ou sur votre site, parce que le ou les services que vous mettez en avant correspondent à ce qu'elle recherche. Donc à vous d'afficher ces informations et de transmettre le bon message. Encore une fois, il ne suffit pas d'être une bonne make-up artiste ou un bon make-up artiste, il faut savoir aussi être une ou un chef d'entreprise. Et je pense que c'est une bonne phrase de conclusion et que ça résume bien cet épisode de FAQ. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy sous le post dédié à cet épisode ou si vous nous écoutez sur YouTube directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.